Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on accueille Antoine, Hugo et Camille de la maison One More. Bonjour Antoine. Salut Léo. Comment ça va ? Ça va, merci. Écoute, on voulait absolument vous faire venir dans cette émission parce que vous avez une histoire un peu particulière. Plein de projets, plein de trucs se sont passés depuis que l'histoire a commencé et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de tout ça pour commencer. Alors l'histoire a démarré en 2014. Donc moi je viens de l'événementiel et mon frère est associé, vient du milieu de l'hôtellerie et de la restauration. Et on se retrouve au chômage tous les deux avec l'envie d'ouvrir un lieu ensemble. Donc les idées fusent. Voilà, l'idée c'est d'ouvrir un bar, mais pas que. C'est-à-dire qu'on ne soit pas juste là à servir des pressions. C'était plutôt créer un endroit qui soit plutôt un prétexte à faire des choses. Donc très vite du slam, des ateliers, du stand-up, des concerts, beaucoup de musique live. Le nom de ce premier bar, c'était Ça quoi ? s'appelait Le More. Ok. Voilà, c'était un resto italien en fait, qui s'appelait More à la base, qu'on a repris en gérance. Et du coup, on n'avait pas le droit de changer le nom, donc on a juste changé la prononciation. Et donc on l'a appelé Le More. Donc Habile ça. Habile. Belle technique, belle astuce. Pourquoi ? Parce que Le More, c'était l'idée du plus. Et vu que nous, on voulait justement proposer tout un tas de choses et que ce soit un lieu en fait où tu viennes vivre un petit peu j'allais dire des expériences, mais en tout cas, c'est un peu too much, des aventures. Ouais. Un jour, tu peux aller voir un concert, le lendemain faire une partie de ping-pong, une partie de palais breton, grignoter, boire un coup. Voilà, l'idée, c'était vraiment un lieu de vie plus qu'un débit de boisson, si tu veux. Ok, très clair. Donc ça, super cool. On savait que c'était un projet très court parce que la gérance, c'était que d'1 an. Donc nous, c'était un moyen aussi de se faire un petit peu la main. Et ensuite, on a voulu passer sur un truc un peu plus grand, un peu plus important pour développer encore davantage tous les aspects périphériques, notamment spectacle. Et c'est là qu'on a atterri au One More, qui était là un gros établissement rue de la Folie-Méricourt, 300 mètres carrés, donc avec une vraie scène, vraiment moyen de se faire plaisir. Oui, donc costaud quoi. On fait une grosse machine et donc on a repris les concerts tous les week-ends, donc avec des groupes un peu plus professionnels aussi, avec une vraie sono, voilà, avec un truc un peu sympa. J'ai dit un peu sympa. Ouais, tu l'as dit un peu sympa. Je l'ai dit, mais on pourra même pas l'enlever. Et plus de concerts, plus des projets qui prennent un peu plus d'ampleur si tu veux, et le stand-up qui devient une activité à part entière. Donc au départ, on est 25, on recrée ce rendez-vous stand-up en tout petit comité, et puis en fait ça prend, ça se développe vachement. Du coup, c'est quoi ? C'était tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ? En fait, l'idée c'était d'avoir un rendez-vous hebdomadaire, donc tous les jeudis, avec Certes qui est humoriste et avec qui on avait commencé un petit peu le stand-up au More, mais de manière super à l'arrache, sous l'escalier, avec un brouhaha. Enfin, c'était pas du tout, on n'était pas du tout prêt pour ça, on savait pas vraiment comment on faisait également pour développer des soirées stand-up de bonne qualité. Et donc là, Certes est revenu nous voir, on s'est retrouvés, on s'est dit que là, il y avait vraiment moyen de faire un rendez-vous assez costaud. Et donc, on a mis tous les moyens aussi pour. C'est-à-dire que le jeudi, il y avait 100 places assises, des chaises, pas de bruit autour, une lumière tamisée, un générique de début qui lançait aussi l'histoire, pour qu'on ait un rendez-vous stand-up qui soit bien identifié et pas un bout de stand-up au milieu d'un bar, si tu veux. Ouais, je vois très bien. Et donc ça a pris, c'est donc le plateau One More Joke qui est né à ce moment-là, et de plus en plus d'humoristes ont apprécié aussi le délire, sont venus, et nous ça nous a aussi boosté parce qu'on avait des humoristes professionnels qui venaient et qui kiffaient en plus la vibe qu'il y avait dans le lieu. Donc voilà, Shirley Soignon au départ, Paul Taylor, Ken Kojandi qui est venu ensuite, Fary, après Gad Elmaleh est passé. Alors là c'était un peu oui, c'est vrai, tu m'avais raconté. C'était un peu la folie. Et voilà, et donc c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire où on était full de chez full, et donc plutôt très cool d'avoir ça en parallèle de tout le reste qui était plutôt un bar de nuit, un bar dansant et même une boîte. À partir de minuit, on basculait sur un mode de boîte de nuit. Et donc là, le jeudi, c'était un peu la récré aussi d'avoir ce rendez-vous-là où on n'est pas forcément dans la piche à fond avec des vomis à ramasser, avec de la sécurité. Avec un truc super cool, quoi. Avec un truc un peu plus détente, où des humoristes viennent faire des blagues et une centaine de personnes se retrouvent tous les jeudis pour voir qui va être là devant moi ce soir. Et il y avait toujours des surprises avec des gens qui sont connus dans le milieu du stand-up, et donc le public se disait ok, ce soir qui je vais voir, est-ce que je vais voir Kian le mec de Bref, est-ce que je vais voir Fary qui cartonne en ce moment, et ça et aussi des jeunes pousses moins connus mais très drôles aussi. Donc c'était aussi le mélange des deux, entre des jeunes pousses et des stars de l'humour, qui faisait que c'était très cool, quoi. Putain, bah, génial. Et ça a duré combien de temps du coup ?
Ça a duré presque 3 ans, l'aventure One More, avec tout ce que ça comporte aussi, comme je te disais, de bar de nuit. Ouais. Donc des aspects pour nous qui étaient un peu plus fatigants, enfin qui étaient, c'est une grosse machine, c'est la sécurité, c'est les voisins, c'est les embrouilles, encore que nous, c'était quand même un public qui était assez tranquille, mais malgré tout, après minuit, 1 heure, la vie n'est plus la même. Oui, les clients ont plus les mêmes préoccupations. Voilà, quelqu'un qui est très sympathique à 23h le devient moins à 4h. Et donc voilà, on s'est dit que trois belles années, c'était cool et qu'on avait envie de continuer le stand-up à fond. Mais pas forcément de continuer à gérer un établissement de nuit à ce moment-là. Donc on décide d'arrêter l'aventure au terme de la gérance. Donc on rachète pas le fonds de commerce. Pour rentrer un peu plus dans le détail, on était en location-gérance. Donc l'idée c'est, on fait monter un fonds aussi, on valorise un fonds. Et au terme de ces 3 ans-là, on doit racheter un fonds du coup super cher puisqu'on l'a valorisé. Donc bon, c'est comme si tu retapes ta maison, t'en fais une super maison et le mec à la fin te dit bah du coup c'est beau donc ça coûte cher. Ouais, mais si c'est beau c'est un peu pas très pratique. Voilà. Du coup on se dit non c'est cool. On va pas forcément se rendetter sur 15 ans sur un bar de nuit, sachant que les choses vont très vite aussi à Paris et que nous on a l'impression d'avoir un peu fait le tour sur cette aventure-là. Et on continue par contre à fond le stand-up. Donc le donc, One More. C'est là que naît One More Prod. Alors One More Joke, donc on crée une sous-structure One More Prod et là on commence ce qu'on avait déjà fait mais à exporter du coup les soirées stand-up dans d'autres lieux parce qu'il n'y a plus le One More. On démarre tranquille, on avait démarré à la Bellevilloise, 400 places. À la Nouvelle Scène, c'est une petite péniche au pied de Notre-Dame. Et puis au moment où le One More se termine pour de bon, on essaie de marquer le coup avec une grosse date. Et on regarde les grosses salles à Paris. Et en gros, le Grand Rex nous semblait un truc assez cool, puisque là, on passait sur 2800 places. Ah oui, quand même. Et une salle qui a de la gueule, quoi, qui a une vraie identité en plein cœur de Paris. Donc on se lance un peu ce défi, quoi. Putain. Et du coup, défi réussi. Et du coup, défi réussi, grosse pression parce que nous on fait un peu tapis sur les petits sous qu'on avait mis de côté. Une grosse salle comme ça, c'est une location de la salle, mais c'est aussi tout ce qui est lumière, le son, la scéno, le personnel d'accueil. Enfin, on est je pense qu'on était 60 ou 70 personnes à bosser le jour J sur l'OP. Donc c'est des gros projets. Grosse pression à double titre parce que financièrement c'est un enjeu important pour nous et en termes de crédibilité aussi dans le milieu du stand-up. Tu te lances sur une grosse salle, c'est bien beau, mais si tu la remplis qu'à un tiers, t'as l'air d'un con, quoi. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Donc l'idée c'était d'avoir un gros plateau et on a eu un super plateau. Jérémy Crédville, Haroun, Roman Fressinet. Voilà, on a eu un super plateau vraiment qui nous a aidé aussi à remplir la salle, on va pas se mentir. Et puis nous, à côté du stand-up, on a toujours voulu aussi avoir cette dimension musicale et une dimension d'art graphique. Donc il y avait un concert live, il y a le DJ Fakir qui est venu mixer le générique en direct aussi, une fresque live. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de créer un spectacle et pas uniquement une succession d'humoristes. Et voilà, donc c'était complet, les humoristes ont kiffé, le public aussi. Donc pour nous, c'était aussi, on mettait un peu les deux pieds dans le milieu de la production de spectacle à 100%, totalement hors bar, quoi. Donc c'était une nouvelle aventure qui démarrait pour nous. Ça nous a encouragés à continuer, à faire quelques salles plus ou moins grosses. D'ailleurs, l'idée, c'était pas que de faire des trucs énormes, mais c'était de faire des trucs dans des univers toujours un peu différents, un peu atypiques. On a fait un stand-up caché dans un parking, dans le parking souterrain d'un hôtel, côté super prohibition, où les gens rentraient par un accès de parking, donc ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Et on a fait aussi en décembre une autre grosse salle au Cirque d'Hiver. Oui, exact. Ouais, donc là en 360, et puis pareil, une salle assez mythique, donc c'était aussi un gros défi pour nous. Et donc voilà, donc se faire plaisir avec la production de spectacle. Moi, j'étais pas spécialement à l'origine super chaud pour réouvrir un lieu, parce qu'un lieu c'est super, c'est un endroit où on se retrouve, c'est un QG où on se retrouve, mais c'est aussi ça peut être aussi ton boulet, quoi. Ouais. C'est comme un enfant, quoi. Tu peux pas le laisser sans surveillance, tu peux pas partir un mois et l'oublier totalement. C'est un truc, auquel tu t'attaches, mais qui t'engage aussi énormément. Et donc moi, l'idée de production. J'aimais bien ça parce que ça nous permettait d'être aussi vachement libre, de faire ce qu'on voulait, quand on voulait, à l'endroit où on voulait. On allait à Bordeaux, à Bruxelles aussi produire des spectacles. C'était cette liberté absolue.
se relancer sur un lieu, c'était aussi se relancer à Paris, ancré sur un projet, sur le moyen ou long terme. Et après, c'est chacun ses problématiques. Moi, j'angoisse un peu quand je suis trop enfermé. Ah, mais tu m'étonnes. Ok, putain, en tout cas, une sacrée aventure que tu nous racontes là. Et du coup, alors attends, tu nous parlais donc du One More. La fin du One More, c'était début 2019. Début 2019, fin du One More, ouais. C'est ça. Aujourd'hui, on est fin 2020, donc se sont Ouais. passés quasiment 2 ans. Ouais. Donc il y a eu la One More Prod, en tout cas la déclinaison de la One More Joke. Ouais. Et aujourd'hui, vous possédez un établissement. Et il me semble que c'est ton frère qui va nous en parler, c'est ça ? Oui, mon frère est associé, va vous en parler, puisque c'est lui qui, un jour, m'appelle et me dit tiens, je viens de voir un petit local à Belleville, viens me voir, on va visiter, on discute. Trop cool. Et bah écoute, Hugo, je te laisse nous rejoindre. Antoine, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes. Salut Hugo. Monsieur Bourdin. Comment ça va ? Eh ben ça va, nickel, et toi ? Je te laisse t'approcher un petit peu du micro. On m'entend bien là ? Voilà, là on t'entend bien, c'est super. C'est le verre de ton frère, donc tu peux y aller. On se voit tous les jours. Exactement. Santé. Alors vous en étiez où ? Eh ben écoute, on en était au moment où a priori t'as appelé ton frère pour lui dire que t'avais trouvé un local à Belleville. Oui, tout à fait. Alors non, ça commence pas comme ça. Donc bref, on n'avait plus de bar et on se retrouve à faire le nouvel an chez mon cousin à Grenoble, Ouais. qui est un tout petit bar en fait. Et en voyant un peu l'univers et en le voyant déambuler là-dedans, je me suis dit putain, en fait, avoir un petit endroit, ça pourrait être super sympa. Ça changerait des grosses machines qu'on avait eues avant. Et comme Antoine avait dit, de gérer des 300 personnes sous, ramasser les vomis et tout ça. Que du bonheur. Que du bonheur. Et là, je me dis putain, un petit endroit, ça pourrait être très cool. Du coup, ça commence à me chatouiller doucement. Et en remontant à Paris, je commence à rechercher sur Le Bon Coin, parce qu'on a toujours tout trouvé sur Le Bon Coin avec Antoine. C'est formidable. Très bon outil, on le saura, le Bon Coin, c'est un très bon outil. Bah, franchement, ouais. Incroyable. Et je trouve un petit local, tout en pierre, tout mimi. Et là, je me dis, putain, il y a un truc à faire. Et donc là, j'appelle Antoine pour lui dire, viens avec moi, on va le visiter. Au moins, même si ça t'intéresse, si ça t'intéresse pas, fais la visite avec moi et après, on voit ce qu'il en découle. Et finalement, on a kiffé de ouf. Et on a vraiment vu ce projet-là naître. C'était vraiment faire un... Je suis pas à l'aise du tout sur cette phrase. Reprends. Je reprends. Bon, du coup, tu as vu ce local. Toi, il me semble que tu es issu de l'hôtellerie, comme le disait ton frère. Ouais. Donc là, tu avais eu des débits de boissons, même si vous avez amené d'autres activités pour créer des expériences un peu cool. Dans cet établissement, qu'est-ce que tu as vu ? Comment est-ce que tu te projetais dans ce petit local de Belleville ? Ouais, l'idée c'était vraiment de se mettre beaucoup plus à faire de la nourriture, parce qu'on avait fait un peu le tour des cocktails et tout. Et avec Camille qui bosse avec nous, ça faisait déjà quelques années qu'on s'était dit plus tard on ouvrirait un petit truc vraiment orienté sur la restauration, parce que c'était un plaisir pour nous depuis quelques années, on s'y intéressait. Et du coup l'idée c'était vraiment d'ouvrir plus un resto à la base, c'était d'ouvrir presque une table d'hôtes. C'était l'idée d'avoir autour d'une table une quinzaine, vingtaine de personnes qui venaient, qui réservaient le lieu pour eux toute la soirée. Et avec eux, on faisait le menu de A à Z. On prévoyait avec eux les entrées, le plat, les desserts. Et l'idée de passer ce moment toute la soirée, vraiment, eux, entre eux. Donc en fait, plus qu'un bar, c'est un établissement que tu peux entièrement privatiser. Ouais, ça c'était l'idée de base, c'était vraiment ça. C'était de faire une soirée stand-up, parce qu'on voulait garder ce côté-là. On pouvait faire une petite salle de 30-35 places. Les jeudis, vendredis, l'idée c'était de faire ces grosses bouffes un peu de table d'hôte. Et le samedi, c'était d'ouvrir un peu au grand public, à faire des petits bars tapas, comme on dit, enfin des petits plats partagés sympas. Donc ça, c'était le projet initial avant qu'il y ait tout ce qu'on a connu. Ouais. Bah, du coup, là, quand tu as visité ce local, on était juste qu'on resitue un petit peu en termes de timing. C'est quand que tu as fait cette visite ? On visite en janvier 2020. Ouais, janvier 2020. Oui, top. Donc à ce moment-là, il se passe rien. Il y a les premières alertes un peu Covid, mais personne ne fait trop gaffe. Et du coup, on visite en janvier et on signe en février. Super. Voilà. Ok. Donc des là, travaux, je présume. Des travaux, mais à ce moment-là, on est super content. Parce qu'en fait, on fait 2 visites et ça se passe bien. Le local est vraiment chouette. On voit vraiment très bien ce qu'on peut en faire. Et on se dit qu'avec peu de choses, on peut en faire un endroit très, très beau. Donc ouais, les travaux commencent. Et au bout de, 2 semaines, 3 semaines, annonce confinement. Les travaux, là, plein stop. S'arrête. Et donc là,
on se retrouve avec un local en pause. Pendant 1 mois, il ne s'est rien passé. Oh là là. Et du coup, grosse question, qu'est-ce que ça va devenir? Comment ça va réouvrir? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, c'est l'inconnu pour tout le monde, quoi. Et là, du coup, qu'est-ce que vous vous êtes dit? La première chose que tu t'es dit quand t'as appris que là, toute la France allait être confinée, c'était quoi? Alors, égoïstement, le premier truc que je me suis dit, c'est « Oh putain, ça a duré plus que 2 semaines, je vais me tirer. » J'ai une opportunité à un moment donné d'aller à l'île de Ré pour passer le confinement. Et j'appelle Antoine et qui me dit « Non, mais t'es sérieux? On peut pas se tirer. » C'est rigolo parce que je vois la tête de ton frère juste oui, derrière. parce que à ce moment-là, j'étais très sérieux et c'est vrai que j'avais pas forcément pensé que je laissais un peu tous les problèmes à Antoine et que moi j'allais me dorer la pilule à l'île de Ré. Donc on discute, on se dit non, il y a quand même des trucs à gérer. Donc finalement, je ne pars pas. Mais les 2-3 premières semaines, il se passe vraiment rien parce qu'il y a vraiment aucune possibilité de sortir. Enfin, souviens-toi, vraiment au tout début, il y a rien à faire, quoi. Donc tout le monde a passé ces 3 semaines. Moi, j'étais en slibard dans mon lit. Et après, on imagine très bien le tableau. T'imagines? Et après, petit à petit, finalement, on a pu commencer à sortir, les travaux ont pu reprendre. Donc là, avec Antoine, c'était sur le 2e mois de confinement. On se voyait quasiment tous les jours. On allait faire les courses, on achetait le matériel, on allait sur le chantier. Et là, la vie a repris son cours. Mais donc, du coup, dans le concept, c'est-à-dire là, tu nous expliquais tout à l'heure qu'il y avait une espèce de programmation à la semaine avec des temps identifiés que sont l'ouverture grand public, que sont cette table d'hôte et la partie stand-up. Qu'est-ce qui finalement... est-ce que dès le départ, pendant le confinement, vous vous êtes dit cette figuration-là, on ne va pas pouvoir la mettre en place? Ou est-ce que... naïvement, vous vous êtes dit, OK, quoi qu'il en soit, à la fin du confinement, on va pouvoir ouvrir normalement? Non, on a bien senti, parce qu'en plus, ce que je t'ai dit là, c'est le projet initial en janvier, février, pendant qu'on fait les visites et qu'on est en train de réfléchir le truc. C'est un projet que j'avais moi déjà eu en tête depuis longtemps, donc j'avais déjà une idée assez concrète de ce que je voulais faire. Mais non, pendant le confinement, quand je dis qu'on fait rien, on est quand même avec Antoine tous les jours à s'appeler pour justement se dire ça, on peut plus le faire. Recevoir 20 personnes dans une salle aujourd'hui, ça va pas être possible. On ne sait pas quand ça va pouvoir être possible. Donc là, on commence déjà à se dire comment on va ouvrir le resto. Surtout qu'on bénéficie après d'une terrasse qu'on n'avait pas initialement. Il y a les terrasses Covid, là, oui, exact, les places de parking. Donc ça, d'un côté, super bonne nouvelle parce que ça nous fait de la place en plus. Mais finalement, ça change aussi tout le concept parce qu'on n'avait jamais pensé à avoir une terrasse. Donc, tout à coup, ce que tu avais imaginé qui était très intérieur, faut l'imaginer en extérieur ou allier les deux ensemble. Et du coup, c'était pas du tout le projet initial. Et du coup, vous avez ouvert quand exactement? On a ouvert quand tout a réouvert en mi-juin, je crois. Mi-juin, ok. Ouais. Et comment ça s'est passé à l'ouverture? Les clients étaient au rendez-vous? Parce que du coup, ce qui est assez particulier, c'est que vous aviez déjà, d'une manière ou d'une autre, une marque qui existait, qui était la marque One More. Ouais. Est-ce que vous avez communiqué là-dessus? Peut-être que c'est quelque chose dont on parlera un petit peu avec Camille dans un second temps, mais... Non, mais notre premier axe de communication, c'est les réseaux. Parce que quand on a arrêté le One More, on a bien dit aux gens qu'on reviendrait. On savait que de toute façon, avec One More Joke, on serait vivant. Et moi, derrière, l'idée d'ouvrir quelque chose, ça m'aurait chatouillé de toute façon. Donc c'est vrai que quand on a ouvert, on a communiqué via ces réseaux-là. Et du coup, les premiers clients qu'on a eus, c'était beaucoup des anciens clients qui venaient. Et petit à petit, du quartier, parce qu'on est dans le 20e, c'est très sympa. Et il y a une vraie vie de quartier. Et du coup, la clientèle s'est faite comme ça, petit à petit. Et pour revenir juste sur l'intérieur, et donc les grosses bouffes qu'on voulait faire, qui n'ont pas pu être faites du tout parce que on est au tout début pas le droit d'accueillir personne à l'intérieur. Du coup, c'était vraiment que la terrasse. Et s'ils faisaient un temps un peu pourri, c'était que la terrasse, quoi. Donc au tout début, c'était un peu compliqué. Donc il a fallu réinventer un peu aussi la carte. Ça, vous en parlerez plus avec Camille. Mais ce qui devait être initialement des gros plats, entrées, plats, desserts, c'est devenu finalement une petite carte, puis une grosse carte de plats partagés un peu en mode bar tapas. J'aime pas trop le mot tapas, mais ou au moins les gens comprennent. Parce que là, finger food. Voilà, un petit peu finger food, mais de qualité, de saison. Merci beaucoup, Hugo. Ok, très clair. Toi, en tant que patron d'établissement, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ok, on va pas y arriver, on n'arrivera pas à passer au-dessus de ça? Est-ce que vous aviez une trésor qui vous permettait de vous projeter un petit peu? Est-ce que les aides ont été utiles? Sur quoi tu t'es appuyé pour te dire, allez, go, on y va, on avance et on regarde pas derrière? Les aides ont été utiles et essentielles, parce qu'on se fait, dans un lancement comme beaucoup, on se paye pas énormément. Donc quand il n'y a pas d'argent qui rentre, c'est compliqué.
Donc les aides, oui, essentielles. Et sur le côté, non, on a de la ressource, on sait ce qu'on veut faire, on a plein d'idées. Enfin, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que on sait comment rebondir. Enfin, on teste des trucs en tout cas, et du coup, ça marche ou ça marche pas. Là, pour l'instant, jusqu'à ici, tout marchait bien, mais maintenant, tout est fermé. Belle conclusion. C'est une belle conclusion. Hein. J'ai simplement une question. Donc l'établissement est tout petit. Toi, tu y travailles à plein temps. Enfin, quand c'est ouvert, tu y travailles à plein temps. Antoine y travaille à plein temps. Ouais. Et Camille également. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres collaborateurs ou vous êtes que tous les 3? Non, pour l'instant, on est 3. Et si ça marche bien, je touche du marbre. Il faudra peut-être être 4. Ça a dû faire. Ouais, je crois même que c'est de l'étain. Oh oui, pardon, excuse-moi. Ok, donc vous êtes tous les 3, ce qui finalement, d'une manière ou d'une autre, est presque rassurant. Dans un contexte comme celui-là, t'as pas 40 salariés qui attendent derrière. Okay. Non, c'est sûr. Et on est 3 et on se connaît très bien parce que les 3 affaires, on a toujours été tous les 3. Et donc oui, non, on va pas se séparer de personne. On est le bon chiffre qu'il faut. Ok, super. Bah écoute, Hugo, merci beaucoup. Je crois qu'on va enchaîner avec Camille qui va nous parler un petit peu du coup de comment le concept s'est décliné. Et bah écoute, à une prochaine fois. À très vite. Merci ciao. À toi. Ciao Hugo. Salut Camille. Salut Léo. Ça va ? Oui. Écoute, je suis ravi de t'accueillir sur le plateau de Tomorrow Food. Du coup, Hugo, Antoine nous ont expliqué un petit peu toute l'histoire et la genèse de ce projet qui est Maison One More. Oui. Toi, comment tu te positionnes dans ce projet-là ? Écoute, moi, dès le début, très emballée par le projet, notamment sur l'axe bouffe, parce que, comme Hugo vient de le dire, en fait, ça fait Hugo, ça fait 15 ans que je le connais. Antoine un petit peu moins, mais bon, vu qu'ils sont frères, c'est arrivé assez vite. Et en fait, ça fait quelques années qu'on discute de s'orienter un petit peu plus vers la bouffe. Au One More, c'était compliqué parce que en étant ouvert de 18h à 4h du mat, avec la cuisine qu'on avait, les gens un peu sous, et je pense le manque d'espace et le manque d'expérience, tout simplement, on s'est dirigé très naturellement vers la vente de planches. Voilà. Les fameuses planches charcuterie fromage. Oui, tout à fait. Tu les as connues, Léo, n'est-ce pas ? Je crois que je les ai connues, les fameuses planches mixtes. Tout à fait. On a quand même essayé de faire quelques petites choses un peu plus travaillées, des monts d'or pour accueillir les gens dans une belle odeur de fromage à minuit quand ils arrivaient. Voilà, mais finalement, non, on était vraiment basé, on était axé que cocktails et boissons surtout. Et donc du coup, quand les gars m'ont sollicité pour bosser avec eux sur Maison One More, l'idée c'était que moi j'aille vraiment en cuisine. Principalement. À côté de ça, je m'occupe aussi un petit peu de la communication et des réseaux sociaux. On en parlera. On en parlera ? Oui. Ok. Très bien. Et donc, du coup, comme Hugo l'a dit, on ouvre en juin avec l'opportunité d'avoir une terrasse, impossibilité de recevoir les gens à l'intérieur. Donc, du coup, le projet de table d'hôte est un peu mis en stand-by pour le moment. Bien qu'on ait quand même testé par 2 fois avec des potes, notamment le format table d'hôte, avec 13 et 17 personnes autour de la table. Donc le rendu est canon. On a un lieu cosy, hyper chaleureux, etc. Et au niveau des recettes, on s'éclate à fond parce que du coup, on fait des choses assez... on va dire chiadé pour les entrées, les desserts. Tu détestes ce mot, moi aussi. Et pour le plat, on s'est plus orienté sur quelque chose de très convivial, avec du coup gros plat au milieu, avec les convives qui se servent, qui se passent les plats, etc. Bon, malheureusement pour le moment, ce concept-là n'existe pas encore. Ouais, est un petit peu laissé de côté, mais pas abandonné. Et donc du coup, sur l'été, on se dit qu'avec notre maigre expérience de restaurateur, de cuisinier, on va se lancer sur des choses assez simples. Donc on va sortir des produits frais, mais bien faits par d'autres, donc des pâtés, des crevettes avec une mayo maison, etc. Et puis en fait, finalement, on se dit, ben non, nous aussi, on a toujours un peu cuisiné à côté, on a envie de se lancer. Donc du coup, on fait des petits tests et au final, pour une carte qui aurait dû être très 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 réduite et pas du tout cuisinée, pas du tout travaillée, on a sorti dès l'ouverture une carte avec 8 propositions, ce qui n'était pas énorme, mais il y avait quand même beaucoup de travail derrière.
Et de 8, on est passé à 10, à 12, à 16. Et en fait, on est même hyper frustré parce que parfois, on a envie de s'éclater encore plus. Maintenant, on a aussi réussi à installer, je pense, des marqueurs bouffe dans notre carte qui reviennent tout le temps, mais qui changent. On a par exemple des tacos. Ils reviennent tout le temps, mais ils changent. Tu as vu. Par exemple, tu auras toujours à la carte le tacos du moment. Ouais. Sauf qu'à l'intérieur du tacos, tu ne sais pas encore ce qu'il y aura. C'est la surprise. Voilà, on change à chaque fois. Donc, du tacos au poisson, du tacos au pulled pork, etc. On a lancé des petites choses qui nous faisaient marrer sur le moment. Un jour, je dis, tiens, j'ai envie de faire des gyoza. Donc, c'est un petit peu chiant parce que je prends du temps pour faire des gyoza. Et en fait, carton plein. Donc là, Antoine revient de la salle et me dit les gyoza, on les met à la carte tout le temps. Donc là, ok, donc on va devoir trouver une façon de les faire plus simple et ça marche. Et c'est un carton, donc c'est cool. Mais parce que toi, du coup, là, tu découvres un nouveau métier, le métier de oui. chef de cuisine, on peut le dire d'une certaine manière. Tout à fait. Du coup, avec Hugo, parce qu'on est principalement tous les deux en cuisine, on avait chacun tous les deux cuisiné dans le domaine du privé, quoi. Après, au vu de cette ouverture de Maison One More pendant le confinement, on a tous participé, chacun chez nous, à un petit concours. Un petit concours de Top Chef qu'on a organisé entre potes. Vous avez recréé Top Chef entre potes ? On a recréé Top Chef entre potes. Alors, il manquait juste le fait de pouvoir tester les plats des autres. Oui. Mais du coup, on se jugeait sur le visuel et la recette. Voilà, donc en fait, finalement, on s'entraînait, ça nous faisait marrer. Et puis en fait, je pense que nous trois, déjà, on a toujours été de très très bons vivants, que ce soit au niveau de savoir, je pense, apprécier des bons vins, des bonnes tables. Et donc, le fait de tester des choses nous-mêmes, de se les faire tester entre nous et de se dire, ouais, bon, ça pour le coup, je l'achèterais, ça, j'ai honte de le vendre. Mais clairement, il y a des trucs, il y a eu des ratés, il y a eu des choses un peu moyennes. On se dit, à partir du moment où là, on vend quelque chose à quelqu'un, si la personne dépense pour ça, je veux être fier de ce qui sort de la cuisine, quoi. Donc voilà. Et après plein de tests, et pour le coup, je pense qu'en ce moment, on est content de ce qu'on arrive à sortir. C'est trop cool. Oui. Du coup, à la base, une carte avec des gros plats à partager dans la table d'hôtes. Vous trouvez des solutions pour justement vous adapter au contexte sanitaire en travaillant plutôt des produits à partager. Ça, vous l'avez tenu pendant toute votre période d'ouverture, donc tout l'été jusqu'au couvre-feu. Oui. Ouais, assiette à partager, etc. Et puis en fait, finalement, on a commencé à avoir de plus en plus de bâtons dans les roues, enfin, un peu comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Tiens. Je note quand même quelque chose de positif, c'est qu'au mois de septembre, on a quand même appris qu'on pouvait garder la terrasse jusqu'en juin. Donc, ni une ni deux, on a quand même fait en sorte qu'elle puisse être en dur et couverte. Aujourd'hui, elle n'est pas très utile, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. Jusqu'au jour du confinement, de ce nouveau confinement, il y avait des gens qui demandaient vraiment à dîner en terrasse à l'extérieur, donc ça, c'est un très très bon signe aussi. Et donc, du coup, couvre-feu. Donc, avec le couvre-feu, on a décidé de continuer d'ouvrir malgré tout. En réduisant du coup la plage horaire de 18h à 21h et aussi en ouvrant ce qu'on avait envie de faire depuis longtemps, c'était le créneau du brunch du dimanche. Donc malheureusement on n'en a fait qu'un et c'était le premier et le dernier avant confinement. On a très très... C'est la préfiguration de la suite. Rictus, Léo, je l'ai vu. C'est nerveux, je suis désolé. Non, mais ce qui était terrible, c'est que pour le coup, on a vachement bien communiqué dessus. On a eu de très beaux retours et on était quasi full pour les 2 suivants. Donc, hyper frustrant. Donc, voilà, ça nous encourage aussi à nous préparer sur ce truc-là dès qu'on pourra ouvrir. Et voilà. Mais en tout cas, ça, c'était un pari... moi, à titre perso, qui me faisait assez stresser, parce que du coup, le brunch, c'est complètement autre chose. C'est pas des petites portions, c'est des gros trucs à sortir d'un coup. Vraiment comme dans un restaurant, comme quand tu as 20 assiettes à sortir d'un coup d'un seul, quoi. Donc c'est une autre logistique. Et je pense qu'on s'est bien démerdé. Donc c'était cool. En tout cas, ça a l'air. Ça me permet du coup de rebondir sur ton deuxième rôle au sein de la Maison One More. Oui. Depuis le début, effectivement, c'est toi qui gères toute la partie communication, en tout cas réseaux sociaux. Oui, principalement. Avec quelques petites apparitions d'Antoine parfois, sur des petits posts Facebook. Ça arrive, je le signale.
Si on regarde le compte de Maison One More, les comptes du One More sont des comptes qui sont quand même relativement beaucoup suivis. Oui. Je crois que tu y es pour beaucoup, on peut se le dire. Ton humour et ta manière d'aborder les choses est reconnue sur la place parisienne. Comment tout ça t'est venu? C'est uniquement quelque chose que tu fais avec ton smartphone? Est-ce que... Je savais pas qu'on allait parler de ça. Non. En fait, ça a commencé quand? Bah vraiment quand on a créé tous les... En fait, il y avait il y avait le Facebook du Mort déjà à l'époque qui avait quand même généré beaucoup d'activités. Donc ça c'était cool parce qu'il y avait déjà une fanbase. Qui nous suivait. On peut le dire, une fanbase. Voilà. Du coup, qui s'est bien accentué avec le One More, avec One More Joke, même s'il y a aussi une page One More Joke et des gens qui continuent de suivre les deux. Et ensuite, avec vraiment l'explosion des stories Insta, quoi. Ça, pour le coup, ça a été pour beaucoup. Aussi, parce que je pense, chose très importante, c'est que comme on se connaît depuis longtemps, on bosse entre potes. Les gens qui ont pu travailler avec nous depuis, dont toi, Léo, oui, exact. par des extras, etc., notamment au One More, c'était aussi des potes de potes. Donc, en fait, on a toujours eu un truc... d'affect au sein du travail, ce qui, je pense, joue pour beaucoup dans la motivation constante qui est encore là, même si là, en ce moment, on vit des moments pas évidents, ça reste, je trouve, assez motivant de pouvoir s'encourager mutuellement, en se connaissant bien. On connaît nos forces et aussi nos faiblesses. On sait quand on peut s'agacer, on sait quand on peut se marrer ensemble et tout. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et donc, du coup, au sein de cette ambiance franche et amicale, t'as envie de faire des blagues, quoi. Donc, du coup, des blagues derrière le bar, des blagues avec les clients, des blagues avec les humoristes. Et puis voilà, et puis une petite patte, une petite touche, des petites légendes qui vont bien. Et puis voilà. Il faut préciser quand même, du coup, que toi, Camille, tu es opérationnel. Même au One More, tu travaillais derrière le bar, ce qui fait que pour gérer la communication, tu étais constamment présente pendant les services, tu étais prête à dégainer le smartphone dès lors qu'il y avait une situation qui te paraissait... Pour souligner chaque situation cocasse, ouais. Très bien. Et a priori, au One More, il y en a eu quelques-uns. Petit cafouillage. Ok, écoute, Camille, merci beaucoup. De nous avoir partagé tout ça. Je te souhaite bien du courage pour la suite. J'ai hâte que vous rouvriez pour venir manger brunch, pour venir boire, pour venir festoyer. Parce que tu n'étais passé que pendant les travaux, il me semble. Oui, exact. Je ne suis toujours pas venu pendant la période d'ouverture. Ouais. Mais à coup de pas. Je vais te laisser retrouver le banc des accusés. Et merci, Antoine, merci beaucoup Camille. Antoine, je te laisse nous rejoindre. Ok, je vais juste boire une petite gorgée d'eau. Un coup. Que d'informations. Que d'aventure. En tout cas, très chouette. Super. Elle est belle. L'aventure est quand même assez dingue, hein, mine de rien. Évolution d'établissement en établissement, des lieux complètement différents, des projets. Enfin, le projet de stand-up qui a l'air quand même de... mis à part la situation Covid de cette année, de bien fonctionner. Ouais. Pour terminer un petit peu cette interview, j'aimerais que tu nous parles justement de... finalement, début 2021, il y avait plein de projets, il y avait l'ouverture de Maison One More, il y avait, tu vas peut-être nous en parler, des gros projets avec One More Joke. Aujourd'hui, on est fin 2021, deuxième confinement. Où est-ce que vous en êtes? Comment est-ce que... On est encore en 2020, Léo. Fin 2020, merci. Mais moi, je vis dans le futur. Je suis désolé. Un coup d'avance. Ouais. On est fin 2020. Où est-ce que vous en êtes et c'est quoi vos projets pour la suite? Ok, alors où est-ce qu'on en est? Alors sur le One More Joke, sur le stand-up, c'est vrai qu'on a annulé beaucoup de spectacles, on a décalé aussi beaucoup de spectacles. Donc en 2020, il y a 7 ou 8 dates qui ont été annulées, mais qui sont pour certaines décalées, reportées sur des festivals. On a un festival au Forum des Images à Châtelet qui va avoir lieu, avec la Fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand, ça devrait avoir lieu. À Saint-Malo l'année prochaine, ça devrait avoir lieu. Donc en fait, pas mal des événements ont été décalés. On avait aussi une belle tournée à la Tour Eiffel, donc ça c'était un peu la grosse actu pour nous à partir de septembre. C'était une date mensuelle au premier étage de la Tour Eiffel, donc au salon Gustave Eiffel. Canon ça. Ouais, donc ça c'est très très cool. Première fois qu'il y aura eu du stand-up à la Tour Eiffel. Et ça pareil, c'est toujours dans les tuyaux. L'équipe d'organisation de la Tour Eiffel aussi veut vraiment qu'on le fasse. Donc voilà, nous ce qu'on a peur quand on a une marque comme ça un peu événementielle,
c'est que quand on ne l'utilise plus, quand elle n'existe plus, c'est qu'elle elle disparaisse, ou en tout cas qu'elle perde un peu de sa valeur et que les gens l'oublient. Donc d'où l'idée aussi de réussir à créer des petites choses, même moins importantes, mais pour garder le fil aussi, puis pour se faire plaisir. Et nous, c'est vrai qu'on sait que la grosse date de retour, ce sera une date à la Tour Eiffel. Donc voilà, ça nous détend un peu en se disant, ok, on a un bel événement qui de toute façon verra le jour. Est-ce que ce sera en février, mars, juin ou octobre l'année prochaine ? Aujourd'hui, on n'en sait rien, mais ça verra le jour. Donc ça, c'est plutôt cool. Et sur Maison One More, alors Hugo parlait des aides qui nous ont bien aidés. On va pas se mentir. Aujourd'hui, elles étaient très très faibles, ces aides quand même. Là, on vient d'apprendre à l'instant que le dispositif serait pas trop mal pour le deuxième confinement. Donc ça permet de se détendre un peu, de se dire que économiquement, on va pas mettre la clé sous la porte. Ouais. Ça permet de couvrir les charges et de couvrir tout le nécessaire pour tenir. Donc ça, c'est important. Après, c'est se réinventer encore et encore, donc en fonction des nouvelles configurations. On se doute bien que la réouverture va pas être une réouverture à 100% d'un coup, d'un seul. Donc voilà, on a commencé avec les brunchs, on a fait une terrasse en dur. Demain, s'il faut ouvrir le midi, c'est trouver des astuces, des solutions en permanence, s'adapter en fait aux nouvelles configurations. Et je pense que dans les gens là du milieu de la restauration, ceux qui réussiront, je pense, à relever un peu la tête de ça, c'est ceux qui auront réussi à un petit peu trouver des solutions et à être super flexible en fait. Ouais. Il y a une question d'agilité. C'est ça, t'es obligé en fait, si tu veux t'en tenir uniquement à ce que tu voulais faire depuis le départ et que tu te dis si je peux pas le faire alors je fais rien, t'es mort. Et après, c'est vrai que ça soulève aussi des trucs, parce que là, tu vois, nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait du emporté, par exemple ? Mais du emporté, quand t'es un nouvel établissement qui n'est pas encore ultra installé dans ton quartier et sur de la bouffe, t'as aussi beaucoup de denrées périssables, surtout quand t'es que sur du frais, où il n'y a pas un congélateur dans le bar, tu vois, dans le resto, pour le coup. Donc, c'est aussi le risque de dire, OK, je prends des risques, mais finalement, je peux perdre plus que ce que je gagne. Donc, voilà, c'est tenter des coups, si ça fonctionne, c'est continuer. Si ça marche pas, c'est savoir changer de direction aussi. Et puis, c'est être à l'écoute, de réussir à anticiper un peu la reprise et comment ça va repartir. Là, aujourd'hui, on a, même si c'était pas le projet initial, l'idée d'un bar à tapas, là, finger food, terrasse, intérieur, extérieur et tout ça, ça a trouvé malgré tout son public, parce que ça marche bien, les retours sont cool. Donc ça, c'est un truc qui va pouvoir continuer. Et on a super hâte qu'on puisse développer ce truc-là et de recevoir 15-20 potes autour de la grande tablée là au milieu qui vont venir passer toute une soirée avec nous et qu'on va chouchouter, finir super tard à jouer au dé et à boire des coups bien ronds. Et en parallèle de ça, juste pour la petite digression de plus, on va développer de plus en plus aussi ce qu'on voulait faire aussi depuis longtemps, des petites vidéos. Donc où on va aller à la rencontre de producteurs, de restaurateurs aussi, d'amis du milieu de la restauration, de barman, de gérants de resto. On va aller les voir dans leur établissement, chez un caviste, chez un bar du coin. Là, on est allé voir un pote qui fait du vin en Ardèche. Et faire des petites passives vidéo de 4-5 minutes. Pour se marrer, un bon prétexte aussi à bouger, à boire, à manger et à se marrer. Et puis à pouvoir aussi rester dans l'action. Quand bien même on peut pas être derrière le comptoir ou en cuisine, rester dans l'action, à s'amuser, à faire vivre aussi avec Camille, comme vous en avez parlé avant, cette petite communauté là et ce petit réseau là et s'amuser en fait à faire vivre le truc et nous aussi à aller voir ce qui se fait aussi autour de nous. Donc un peu toutes les petites pistes pour 2021 et en espérant qu'on se fasse vite mettre une petite piqûre dans le bras et que ça reparte à peu près normalement. Voilà. Antoine, merci beaucoup pour le moment partagé. Je vais laisser Hugo et Camille nous rejoindre sur le plateau, s'il vous plaît. Pourquoi ? C'est extrêmement simple. On se pose une question à Tomorrow Food, on se demande si 2020 était un plat, lequel serait-il ? À votre avis, c'est quoi ? Alors, 2020, une belle daube. Une belle daube. Ouais. Sans sauce. Sans sauce. Ouais. À sec. Croûté. Ah, une daube en croûte de sel. Une daube en croûte de sel, on retiendra. Ou en croûte de noix de Grenoble. Ou en croûte de noix de Grenoble. Merci, dédicace à toi, Théo Rapin. Merci à vous, la team du One More. J'espère vous voir très bientôt. Bon courage pour la suite. Merci Léo. Bon courage à toi. Ciao. Salut.